Charles Aznavour reçut un appel téléphonique qui allait changer sa vie pour toujours. Du côté de la ligne, une voix grave avec un fort accent arabe se fit entendre. « Monsieur Aznavour, mon nom est Khalid. Je vous appelle au nom de son Altesse, le cheikh Faisal Al-Rachidi. » Charles était assis dans son appartement parisien, une cigarette aux lèvres, en train de réviser les partitions de son prochain album. Il avait déjà reçu des milliers d'appels comme celui-là. Des hommes d'affaires, des politiciens, des milliardaires. Tous voulaient se l'engager. Mais ce que l'homme dit ensuite le fit se redresser dans son fauteuil. Son Altesse souhaite que vous chantiez au mariage de sa fille. 5 chansons. Rien de plus. Charles souffla lentement la fumée de sa cigarette. « Et quand cela ? » ?»« Dans 3 semaines, monsieur. » »« Et que propose son Altesse ?» Il y eut un silence. Puis la voix revint, calme et assurée. 20 millions de dollars. Charles ne dit rien pendant plusieurs secondes. 20 millions de dollars pour 5 chansons. C'était plus que ce que la plupart des artistes gagnaient en une décennie entière. Il pensa immédiatement que c'était une plaisanterie, que quelqu'un se moquait de lui. Mais la voix de Khalid était trop sérieuse, trop précise pour être celle d'un farceur. « Je vais y réfléchir », dit Charles finalement. Et il raccrocha. Son directeur artistique, Michel, faillit s'étouffer quand Charles lui raconta l'appel le soir même. « Charles, tu dois accepter. C'est de la folie de refuser ça. 21 millions pour 5 chansons. » Mais Charles Aznavour n'était pas seulement un chanteur. C'était un homme de caractère. Un homme qui avait grandi dans la pauvreté des rues de Paris, fils d'immigrants arméniens, qui avait tout construit avec ses mains et sa voix. Il savait très bien que si quelqu'un offrait 21 millions, cet homme était prêt à en payer davantage. 4 jours passèrent. Le téléphone sonna à nouveau. C'était Khalid. « Monsieur Aznavour, son Altesse attend votre réponse. Y a-t-il un problème avec l'offre ?» Charles prit une longue pause théâtrale. « Le problème, c'est que j'ai des engagements à cette date. Un concert à Lyon, un autre à Bruxelles. Les annuler me coûterait énormément, financièrement et en termes de réputation. » Khalid ne répondit pas immédiatement. « Qu'est-ce qui serait nécessaire pour que vous changiez vos plans, monsieur ?» Charles lança son prix. 30 millions. Et un avion privé pour moi et mon équipe. Aller-retour depuis Paris. Il s'attendait à une négociation, à un contre-offre, à une hésitation. Mais Khalid répondit simplement. « C'est accepté. Vous recevrez tous les détails demain matin. » Et il raccrocha. Charles resta immobile, le téléphone à la main. Il venait de gagner 30 millions de dollars en une conversation de 4 minutes. Mais quelque chose, au fond de lui, ne lui semblait pas juste. Pourquoi avait-il accepté aussi vite ? Pourquoi sans négocier un seul centime ? Il chassa cette pensée. « Ce sont des Arabes », se dit-il. L'argent ne signifie rien pour eux. Il ne savait pas encore à quel point il avait tort. 2 semaines plus tard, un Boeing 747 privé atterrit à l'aéroport du Bourget. Ce n'était pas un avion ordinaire. L'intérieur était entièrement recouvert d'or et de marbre blanc. Les sièges étaient en cuir ivoire. Les hôtesses parlaient 5 langues. Et il y avait du champagne à 8 000 $ la bouteille dans chaque compartiment. Charles embarqua avec son équipe. 3 musiciens, 2 ingénieurs du son, son directeur Michel et son assistant personnel Jean-Paul. Le vol vers Riyad dura 11 heures. À l'atterrissage, Charles vit quelque chose qu'il n'oublierait jamais. Une caravana de 18 Rolls-Royce blanches l'attendait sur le tarmac, toutes ornées de drapeaux dorés, toutes alignées avec une précision militaire. Un homme en tunique blanche immaculée s'approcha. « Monsieur Aznavour, bienvenue dans le royaume, son Altesse vous attend. » Charles monta dans la Rolls-Royce principale et le convoi s'élança. D'abord, il y avait une ville, des gratte-ciel, des autoroutes, des centres commerciaux qui brillaient sous le soleil du désert. Puis, progressivement, tout disparut. Il ne restait plus que du sable, des dunes interminables, et un soleil qui brûlait l'horizon comme une flamme invisible. « Où allons-nous exactement ?» demanda Charles au chauffeur. L'homme sourit dans le rétroviseur. « Au Palais des Étoiles, monsieur. La résidence privée de son Altesse se trouve au cœur du désert, à l'écart de tout. » « À l'écart de tout ? Il n'y a rien dans un rayon de 150 km. Seulement le palais. » Charles regarda par la fenêtre. Le sable, rien que le sable. Et une pensée traversa son esprit comme une lame froide. Si quelque chose tournait mal ici, personne ne me retrouverait jamais. Après 2 heures de route, le Palais des Étoiles apparut à l'horizon. Charles avait chanté dans des cathédrales, dans des palais européens, sur les plus grandes scènes du monde. Mais ce qu'il vit le laissa sans voix. C'était comme si quelqu'un avait construit une ville entière pour une seule famille. Des coupoles dorées qui scintillaient sous le soleil, des fontaines d'eau cristalline au milieu du désert, des jardins d'une verdure impossible,
des statues de faucons en or massif qui gardaient l'entrée. Le cheikh Faisal al-Rachidi sortit personnellement pour l'accueillir. C'était un homme d'environ 65 ans, avec une barbe blanche taillée avec soin, des yeux noirs d'une profondeur insondable et un sourire qui ne révélait rien. Il parlait un français impeccable, presque sans accent. « Monsieur Aznavour » dit-il en lui tendant la main. « C'est un honneur que je n'oublierai pas. Vous êtes dans ma maison. » Charles serra sa main. « L'honneur est pour moi, Votre Altesse. » Le cheikh le regarda avec une intensité particulière. « J'ai attendu ce moment depuis longtemps. Ma fille Leïla a grandi en écoutant vos chansons. Elle vous connaît toutes par cœur. Quand je lui ai dit que vous chanteriez à son mariage, elle a pleuré de joie pendant 1 heure. » Charles sourit. « J'espère ne pas la décevoir. » Le cheikh ne sourit pas. « Vous ne la décevrez pas, monsieur Aznavour. J'en suis certain. » Il y avait dans sa voix quelque chose que Charles ne put identifier immédiatement. Une promesse peut-être, ou une menace. On conduisit Charles à ses appartements. Une suite 3 fois plus grande que son appartement parisien, avec des draps de soie, une salle de bain au robinet en or et une terrasse qui donnait sur le désert infini. Mais Charles ne put pas se reposer. Cette sensation persistait. Quelque chose clochait. Cette nuit-là, incapable de dormir, il décida d'explorer le palais. Il marcha dans des couloirs interminables, passa devant des salles vides remplies de tapisseries anciennes et de portraits de famille. Puis il entendit quelque chose, des pleurs, quelque part au bout d'un long couloir. Charles s'approcha. La porte était entr'ouverte. Il regarda à l'intérieur et vit une jeune femme vêtue d'une robe blanche brodée d'argent, assise sur le sol, le visage dans les mains, secouée de sanglots silencieux. Elle n'avait pas plus de 22 ans. Elle était d'une beauté saisissante, mais ses yeux, quand elle les leva vers lui, étaient des yeux d'une personne qui s'était déjà résignée à sa propre mort. C'était Leïla, la mariée. Elle le regarda, et ses yeux s'emplirent d'hibou de terreur. Puis, reconnaissant son visage, quelque chose changea dans son expression. Pas de la joie, de la supplication. « Monsieur Aznavour » chuchota-t-elle en français. « S'il vous plaît. » Charles resta immobile. « Qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il passé ?» Leïla jeta un regard paniqué vers la porte derrière lui. « Je ne veux pas de ce mariage. Il me force. L'homme que je dois épouser demain. » Elle s'arrêta. Des pas résonnèrent dans le couloir. Elle pâlit instantanément. « Partez, je vous en supplie. Oubliez ce que vous avez vu. » Charles recula d'un pas. 2 gardes apparurent dans le couloir, silencieux et massifs. « Monsieur Aznavour, vous vous êtes perdu. Permettez-nous de vous raccompagner à votre chambre. » Ce n'était pas une question. Le lendemain, le jour du mariage arriva. 4000 invités remplissaient la grande salle du palais. Les hommes les plus riches du monde arabe, des princes, des ministres, des émirs. Une démonstration de richesse qui défiait l'imagination. Des femmes couvertes de diamants, des hommes aux montres qui valaient des fortunes. Et au centre de tout, Leïla, habillée comme une reine, avec un sourire figé et des yeux vides. Charles ne pouvait pas détacher son regard d'elle. À ses côtés se trouvait le futur époux, l'émir Hassan al-Zubaydi, un homme d'une 50aine d'années, au ventre proéminent et au regard froid. Charles comprit tout en un instant. Leïla avait peut-être 22 ans. On la vendait comme une marchandise à un homme qui avait l'âge d'être son père. L'heure de chanter arriva. Charles monta sur la scène dressée au centre de la salle. 4000 personnes se turent. Le cheikh Faisal l'observait depuis la table principale, impassible. Leïla était assise à sa droite, l'émir Hassan à sa gauche. Charles prit le microphone. Et quelque chose, en lui, se brisa. Il avait chanté pour des présidents, pour des rois, pour des dictateurs. Il avait fermé les yeux bien des fois devant des vérités qu'il préférait ne pas voir. Mais cette nuit-là, en regardant Leïla qui le regardait avec des yeux qui disaient tout ce qu'elle ne pouvait pas dire, Charles Aznavour ne put pas fermer les yeux. Il commença à chanter. Mais il ne chanta pas ce qui était prévu. Il ne chanta pas « La Bohème », ni « Hier encore », ni « Emmenez-moi ». Il chanta quelque chose d'autre. Une chanson qu'il avait composée des années auparavant, lors d'une nuit d'insomnie à Genève. Une chanson qu'il n'avait jamais enregistrée, jamais interprétée en public. Une chanson sur une femme enfermée, une femme que l'on vendait au nom de l'honneur et de la tradition, une femme qui rêvait d'un autre destin. Les mots tombaient dans le silence comme des pierres dans l'eau. Tu n'as pas choisi ta cage, on te l'a offerte comme un palais. Ils appellent ça l'amour, mais toi tu sais que c'est un procès. Tes larmes sont des diamants que personne ne veut voir briller. Princesse sans couronne, tu mérites de pouvoir choisir. Les invités commencèrent à échanger des regards. Que faisaient-ils? Parlaient-ils de la mariée? Certains se penchèrent vers leurs voisins.
cherchant une explication dans leur visage. Le cher Faisal se raidit. Ses mâchoires se serrèrent. Ses yeux se plantèrent dans ceux de Charles comme deux poignards. Mais Charles ne s'arrêta pas. Il regardait directement Leïla. Il chantait pour elle, seulement pour elle. Il lui donnait une voix. Il mettait en mots tout ce qu'elle portait seule, depuis des mois. Personne ne peut décider à ta place comment tu vas aimer. Personne n'a le droit de promettre ce que ton cœur ne peut pas tenir. Tu es vivante, tu es libre, même si on t'a appris le contraire. Princesse du désert, tu mérites bien plus que ce qu'ils t'ont fait croire. Une larme coula sur la joue de Leïla. Puis, une autre. Ce n'était pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de quelqu'un qui, pour la première fois depuis très longtemps, se sentait vu. Charles termina la chanson. Le silence fut absolu. Pas un applaudissement, pas un murmure. 4000 personnes retenant leur souffle dans la même seconde. Puis le cher Faisal se leva. Il marcha vers la scène, lentement, ses gardes du corps sur les talons. Charles sentit son cœur s'arrêter. Il pensa, ils vont me tuer. Ici, dans ce palais au milieu du désert, à 150 km de tout, ils vont me faire disparaître et personne ne le saura jamais. Le cher monta sur la scène, s'arrêta à quelques centimètres de Charles, le regarda dans les yeux pendant ce qui sembla une éternité. Puis il l'embrassa. Il prit Charles dans ses bras, une accolade longue et silencieuse, et quand il s'écarta, Charles vit quelque chose qu'il n'avait pas vu dans les yeux de cet homme depuis son arrivée. De l'émotion vraie, pas de la colère, des larmes retenues. Le cher se retourna vers la salle et commença à applaudir, lentement d'abord, puis de plus en plus fort, et les 4000 invités, un par un, se joignirent à lui. Les applaudissements emplirent le palais comme un tonnerre. Charles ne comprenait rien. Plus tard dans la soirée, le cher fit venir Charles dans une salle privée. Il entra seul, sans garde, et s'assit en face de lui avec la posture d'un homme épuisé. « Je sais ce que vous avez fait, monsieur Aznavour, et je sais pourquoi vous l'avez fait. » Charles attendit. Ce mariage a été arrangé il y a 15 ans, quand Leïla avait 7 ans. J'ai signé un accord avec la famille de l'émir Hassan, du pétrole, des territoires, des alliances politiques. J'ai toujours su que Leïla n'était pas heureuse. Mais je me disais que c'était le mieux pour la famille, qu'elle comprendrait avec le temps. Le cher baissa les yeux vers ses mains. Mais ce soir, quand vous avez chanté, j'ai regardé ma fille, vraiment regardé, pour la première fois depuis des années, et j'ai compris que j'étais en train de la détruire, que tout ce que j'avais construit pour la protéger n'était en réalité qu'une prison. Charles resta silencieux un long moment. Puis il dit doucement, « Qu'allez-vous faire ?» Le cher releva les yeux. « Ce que j'aurais dû faire il y a longtemps, j'annule le mariage. » Charles n'en croyait pas ses oreilles. « Mais l'accord, les affaires, l'émir Hassan, je m'en occuperai. L'argent se perd et se retrouve, monsieur Aznavour. Mais je n'ai qu'une seule fille. » Cette nuit-là, Charles ne dormit pas. Il resta sur sa terrasse à regarder le désert sous la lune, à écouter le silence immense de ce lieu où rien n'existait à des kilomètres à la ronde. Il pensa à sa propre vie, à son enfance pauvre dans les rues de Paris, aux humiliations, aux portes fermées, aux années où personne ne croyait en lui. Il avait toujours utilisé sa voix pour dire la vérité. C'était la seule chose qu'on ne lui avait jamais prise. Le lendemain matin, l'avion l'attendait sur la piste. Mais avant qu'il monte à bord, Leïla vint le trouver. Elle ne portait plus la robe de mariée. Elle portait une tenue simple, et dans ses yeux, pour la première fois, il y avait quelque chose de vivant. « Merci », dit-elle simplement. Charles sourit. « Je n'ai fait que chanter. » Elle secoua la tête. « Vous avez fait bien plus que ça. Vous m'avez vu, vous m'avez entendu. Vous avez dit tout haut ce que je ne pouvais pas dire à voix basse. Personne n'avait fait ça pour moi de toute ma vie. » Charles prit sa main un instant. « Vivez, mademoiselle, c'est la seule chose que je vous demande. » 3 semaines après son retour à Paris, Charles reçut un appel. C'était Khalid. « Monsieur Aznavour, j'ai un message de son Altesse. » Charles s'attendait au pire. Au lieu de cela, Khalid dit « Son Altesse souhaite vous informer que le mariage a été officiellement annulé. Mademoiselle Leïla se porte très bien, et son Altesse vous est éternellement reconnaissant. » Charles expira lentement. « C'est tout ? » ?»« Non, monsieur. Son Altesse souhaite également savoir si vous seriez disponible pour chanter à un autre mariage. » Un silence. « Quel mariage ? » ?»« Celui de Leïla. Elle se marie dans 6 mois avec un architecte tunisien qu'elle a choisi elle-même. Et il y a une condition. »« Laquelle ? » ?»« Que vous chantiez la même chanson, celle qui a tout changé. » Charles sentit quelque chose se serrer dans sa gorge. Il pensa à toutes les scènes sur lesquelles il avait chanté, à toutes les salles remplies, à toutes les ovations.
Rien ne ressemblait à ce moment. Dites à son Altesse que ce sera un honneur. Charles Aznavour chanta sur des milliers de scènes au cours de sa longue carrière. Il chanta pour des présidents et des rois, pour des foules de centaines de milliers de personnes, pour les plus grandes salles du monde. Mais aucun concert ne le marqua comme cette nuit-là dans le désert. La nuit où il risqua tout. La nuit où une chanson improvisée dans un palais perdu au milieu des sables libéra une jeune femme et fit pleurer un cher. Les 30 millions de dollars furent versés. Ils restèrent le cachet le plus élevé jamais reçu par un artiste français pour un concert privé. Mais pour Charles, la vraie récompense était ailleurs. Elle était dans le regard de Leïla le matin de son départ, dans la voix du cher qui demandait pardon sans prononcer le mot, dans la certitude que ce soir-là, il avait utilisé sa voix pour ce qu'elle était faite, dire la vérité quand tout le monde préférait le silence. Des années plus tard, quand des journalistes lui demandaient de quelle avait été la nuit la plus importante de sa carrière, Charles répondait toujours la même chose. Un artiste a beaucoup de responsabilités, mais la plus importante, c'est de ne jamais oublier que sa voix appartient aussi à ceux qui n'en ont pas. Cette nuit-là dans le désert, j'ai compris que chanter la vérité vaut infiniment plus que de chanter ce qu'on attend de vous.